vous nous dire sur quoi vous avez voulu mettre l'accent dans cette séance et pourquoi? Bon, déjà au niveau de l'objectif, le gainage, parce que pour moi c'est fondamental dans le travail physique et dans l'activité handball, et toutes les activités d'ailleurs. Et puis aussi le travail sans matériel. Le travail en circuit permet de travailler à n'importe quel niveau. Et j'essayais de m'adresser à une plus grande frange de la population d'entraîneurs. Si on cherchait des pistes d'amélioration, alors ou dans ce type de travail ou dans un autre type de travail, mais pour vous en termes de prépa physique, vers quoi on irait actuellement? Alors c'est pas un travail c'est un travail de terrain, mais pour moi les axes de recherche doivent se faire sur la maîtrise de la charge de travail, mais toutes les charges de travail physiques hors de l'activité handball, avec l'activité handball, de manière à travailler mieux, peut-être plus, mais avec plus de récupération. Et pour l'instant, on ne sait pas bien maîtriser cette évaluation de la charge de travail chez le joueur. Oui, avant de vous expliquer les choses dont j'ai réfléchi par rapport au travail physique, c'est de replacer par rapport au handball, le handball d'aujourd'hui. Le handball d'aujourd'hui, c'est un sport essentiellement de force-vitesse. Alors, je vais vous faire très très rapidement un petit rappel. Donc là, ce qu'on va voir, on va voir l'analyse de l'activité d'abord, donc le handball d'aujourd'hui, ce qu'il est. Puis tout à l'heure, je vous montrerai ce qu'on peut faire à tous les niveaux. Vous avez vu, il ne faut pas beaucoup de matériel. À tous les niveaux, comment on peut travailler du renforcement utile. Parce que le travail physique, pour moi, il faut que ça soit... Le joueur, il vient pour jouer au handball. Les entraîneurs, vous êtes là pour entraîner essentiellement au handball. Lorsqu'on fait du travail physique, il faut être sûr que ça impacte. Donc moi, ma réflexion depuis 10 ans, c'est à chaque fois que je fais un exercice, est-ce qu'il va me servir pour le handball? Donc, je vais vous montrer un petit peu ce dont j'ai réfléchi et j'ai mis en application sur le terrain. Donc si on revient, alors, comme on est un petit peu pris par le temps, je voulais vous montrer des images de l'équipe de France pour bien visualiser les moments où les joueurs font des actions que j'appelle moi positives, c'est-à-dire qui amènent des buts ou qui les amènent. Et ces expressions physico-techniques, je vais dire, elles sont toujours sur des vitesses maximales. Mais la vitesse maximale, c'est l'accélération. C'est pas le coureur de 100 mètres. C'est l'accélération, la capacité de passer de la vitesse 0 à la vitesse plus je ne sais pas combien, sur 2 ou 3 appuis. Donc déjà, pour cette analyse, on a eu la chance avec l'équipe de France en 2011, sur une compétition officielle, la Golden League, d'équiper les joueurs avec des catapultes. Alors catapulte, c'est quoi? C'est un accéléromètre qui note toutes les accélérations latérales, verticales et également horizontales. Bien sûr, c'est des données nouvelles. C'est l'INSEP qui a traité les données, parce que c'est des informations d'accélération. L'INSEP les a traitées et je vais très rapidement vous donner un exemple. Par exemple, ça, c'est Fernandez, sur le match, je crois, contre la Slovénie. Il a joué pendant 28 minutes. Sur ces 28 minutes, alors il y avait 4 niveaux d'accélération. Le niveau 1 et 2, c'est quasiment de la marche ou du replacement, c'est des allures de ce type-là. Bon, quand on arrive dans les accélérations de niveau 3, c'est les courses de changement de statut, les courses également des joueurs lorsqu'il y a des courses avec des croisés, des choses comme ça. Et vraiment, les actions d'accélération maximale, qui, elles, durent un temps très minime, c'est 3 appuis, les impulsions, les 1 contre 1, niveau 4 et 5. Si vous regardez un petit peu, il a passé 23 minutes, Fernand, bon, par rapport à l'équipe, c'était lui qui allait le plus lentement, parce qu'il marche beaucoup. Vous le voyez, il a fait 23 minutes dans la zone 1 et 2, sur les 28. Et par contre, il a passé que 13 secondes dans les accélérations maximales. Mais c'est sur ces 13 secondes-là qu'il faut être performant. Évidemment, avant, il faut être performant au niveau de la perception, au niveau du décodage, etc. Mais au niveau physique, c'est au moment du déclenchement de cette action forte qu'il faut être bon. Et là, lui, pendant ces 13 secondes, il a quand même fait 21 actions.
Ce qui est logique, hein, si on découpe à vidéo, on s'aperçoit qu'il a fait des 1 contre 1 pour décaler, il a fait des tirs, je crois qu'il avait marqué 5 buts. Il a eu une accélération en montée de balle, normal, un numéro 2 comme lui, il arrive surtout en deuxième rideau. 5 replis défensifs, c'est logique aussi parce que l'arrière latéral, c'est lui qui est tout de suite concerné par le démarrage de l'ailier. Et 15 actions sur l'attaque placée. Sur ces 15 actions, je vous dis, il avait marqué 5 ou 6 buts. Donc quand je regarde ça, c'est l'analyse de l'activité match. Si on analyse donc pour les facteurs de la performance pour le match, hein, c'est-à-dire si on regarde Fernand, on dit bon, qu'est-ce que au niveau physique je dois bosser pour qu'il soit encore plus performant ou au moins pour qu'il maintienne sa performance. Explosivité, vitesse, puissance vitesse, coordination vitesse. Ça, c'est les facteurs de la performance pour le match. Donc on pourrait se dire, ah ben tiens, pendant des années, et Dieu sait, Daniel, il m'appelait l'entraîneur de chiens, de chiens de lévrier, je crois. C'est ça, Daniel? Moi, dans les années 90, on était dans une philosophie, lui, il était déjà sur la musculation, mais dans les années 90, on était sur une philosophie de, si on a un cœur qui est solide, qui récupère bien, on va pouvoir étirer des efforts pendant 1 heure. Donc on était essentiellement sur une préparation cardio-pulmonaire. Et aujourd'hui, bien sûr que le cardio-pulmonaire est important, mais pas pour le match. Il est important pour la pratique, parce que la pratique, joueur de haut niveau, il s'entraîne tous les jours. Les pros, en Ligue 1 et Ligue 2, c'est pas tous les jours une fois, c'est 2 fois. Il y a des matchs, beaucoup de matchs, etc. Donc bien sûr, pour la saison, on a intérêt à être équipé au niveau cardiaque d'une manière conséquente, parce qu'on va moins fatiguer, on va mieux récupérer. Donc bien sûr, il faut être endurant, il faut bien récupérer, puis la prévention. Donc ces facteurs-là, bien sûr, il ne faut pas les éliminer. Mais c'est des facteurs périphériques. Quand on est sûr, et c'est pas, ça va parler à tous, le fameux développement de la puissance maximale aérobie systématique, hein, la PMA, toutes les semaines, ça c'est pour préparer les matchs, il faut réfléchir, c'est peut-être pas le facteur le plus fondamental. Pour moi, ça l'est plus, c'est sûr. Pour moi, le facteur fondamental, c'est l'explosivité, la coordination, et après le transfert, parce qu'il ne suffit pas d'être fort, il faut être fort, mais après il faut transférer cette force dans l'action technique, 1 contre 1, acte défensif, etc. Alors, un petit rappel pour tout le monde, parce que les entraîneurs, vous venez de tous les univers, et puis aujourd'hui, avec les systèmes modernes, on a de l'information de partout. Mais il faut arriver à mon avis, à bien séparer les objectifs. En musculation, il y a plusieurs objectifs. La prise de masse, ça c'est le bodybuilding. Mais il y a beaucoup de clubs, de joueurs, quand ils vont dans des salles, font du bodybuilding. Ça, pour moi, je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas l'objectif. De l'autre côté, il y a l'endurance force. L'endurance force, alors il y a des méthodes qui sont bien sûr accolées à cet objectif. C'est pour des sports où on dure. Un mec qui va traverser l'Atlantique à la barque, hein, il y en a qui l'ont fait, ben oui, il va falloir qu'il ait de l'endurance force. Quelqu'un qui fait un trail, il va falloir qu'il ait de l'endurance force, parce qu'il va falloir qu'il répète des efforts, et à un moment donné, de le faire avec des charges additionnelles, c'est peut-être intéressant, mais c'est pas, vous avez compris, nous, c'est des efforts très courts. Et au milieu, il y a la force. Et je vous ai dit tout à l'heure, le handball, c'est un effort de force et de vitesse. Donc la force, il faut savoir que ça se développe qu'à des poids maximaux. C'est-à-dire que beaucoup d'entraîneurs, par crainte, par méconnaissance, disent « Ah, ben, on va faire de la muscu », ils prennent des poids à 70% des capacités du joueur. Ben oui, c'est bien, ça fait du renforcement musculaire, mais vous ne développez pas la force. La force, il faut aller vraiment dans les extrêmes. Alors quand je vous dis efforts maximaux pour que ça vous parle, ben, si je fais du développé couché, que je suis capable de faire une répétition à 100 kg, 100 kg c'est mon max, je vais être obligé de travailler entre 85 kg, des répétitions entre 85 et 100 pour développer mon potentiel force. Si je prends des poids en dessous, avec des répétitions plus nombreuses, je vais faire du renforcement, je vais travailler, mais je ne vais pas augmenter mon potentiel force.
Mais la force, et là aussi, à une époque, c'est pour ça que certains entraîneurs ont abandonné les charges lourdes. Ils se sont dit, ouais, mais mes mecs, ils sont lents. Oui, c'est vrai. Quand on fait un cycle de force, le problème, c'est que ça détruit. On perd en vitesse. On augmente en force, on perd en vitesse. C'est pour ça que ce que moi j'utilise depuis maintenant des années, c'est la force explosive. C'est-à-dire la force max qui est tout de suite liée en contraste avec de la vitesse. Alors vitesse d'explosion vers le haut, si c'est les bras d'explosion en pliométrie mais sans charge. Donc c'est un contraste, on soulève des poids très 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 lourds et tout de suite derrière des poids légers pour, au niveau neuromusculaire, sensibiliser sur les facteurs de vitesse. À ce moment-là, on augmente la force de manière modérée, mais on augmente la vitesse. Et pour nous, ce qu'on veut, c'est la puissance-vitesse, donc c'est le facteur qui est le plus important pour le handball. À mes yeux, et sur mon expérience, moi je ne change pas de méthode parce que je sens qu'elle paye et que les athlètes demandent cette méthode-là parce qu'ils se sentent bien dans cette méthode. Donc ça veut dire qu'on est dans l'objectif. Alors, ok, mais je vous parle on prend des poids très lourds. La problématique, c'est le corps, c'est pas que des quadriceps et des biceps, c'est des chaînes musculaires. Et lorsqu'on commence à travailler le bas du corps, c'est-à-dire, bon, certains travaillent sur des squats, moi je travaille sur des montées de banc, c'est pour limiter, déjà parce que le handball c'est un sport unipodal, donc je préfère travailler sur des montées de banc où je travaille une jambe puis l'autre jambe, plutôt que les deux, parce qu'on s'éloigne de l'activité. Puis en plus, ça permet de diminuer quasiment par 2 le poids. Hein. Si je travaille avec 300 kg en squat, sur une jambe, je vais être 450 kg. Mais avant ça, c'est le gainage. Les muscles profonds, j'en parle beaucoup. Tant qu'on n'est pas gainé, que les muscles profonds ne sont pas très 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 forts, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien de faire de la musculation, mais de renforcer des zones sur un socle qui est faible, c'est inutile. Même vous allez, au niveau des montées de banc, par exemple, vous pouvez blesser des joueurs. Donc ça, j'en suis surtout le fait, là, depuis 2 ans que je réentraîne en club, évidemment, avec une disparité des joueurs au niveau de leur formation, au niveau de la musculation, j'ai réfléchi à développer d'autres formes. Et c'est pour ça que je vais vous montrer, vous voyez, avec peu de matériel, j'ai construit avec mes joueurs un circuit de renforcement musculaire et de travail d'appui qui nous permet de travailler sans matériel, mais déjà de solidifier, d'avoir un gros travail en gainage. Et puis là-bas, on verra, c'est le sport de haut niveau, le travail de... Alors évidemment, là, il y a des charges très légères avec les jeunes parce que c'est pour faire une démonstration. Montée de banc, plus pliométrie tir, c'est le travail spécifique, le transfert. Essayer de tout de suite avoir du transfert, d'être avec des poids. Et ça peut se mettre, pas ce matériel-là, mais deux flèches, une barre, et on peut travailler au bord d'une salle. Mais lorsque les gens sont prêts. Et puis il y a ces 2 formes de travail, vous pouvez les insérer très facilement dans vos séances d'entraînement, dès l'instant où, bien sûr, vous avez un entraînement quotidien. Autrement, il y a d'autres choses qui sont prioritaires. Par contre, le gainage, en circuit ou autour de la séance de handball, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Alors, je vais continuer. Les exercices du circuit, je vais vous montrer une petite vidéo. Où les joueurs, non. Échauffez-vous, puis on va tout expliquer aux gens. Alors donc, le circuit, il y a des exercices de gainage, de haut du corps. Pareil, le gainage, il ne faut pas penser qu'au gainage au sol, il faut penser aussi au gainage vertical, de manière à transférer, vous verrez, avec des barres de travail d'équilibre. Il faut insérer du travail d'appui tout de suite, parce qu'il faut tout de suite solliciter cette coordination vitesse. Alors, bien sûr, il faut aussi, en dehors de ces séances de musculation, faire des séances de coordination vitesse. Hein. Et là, moi, je travaille entre 10 et 20 ateliers, une séance de 1h15. Le circuit, là, ils le font 2 fois. Je vais vous expliquer, après avec les joueurs, chaque atelier, la précision qu'il faut obtenir.
Parce que lorsque je vois des séances d'entraînement et des joueurs qui sont livrés à eux-mêmes au niveau du travail de gainage, souvent, c'est pas précis et du coup, l'impact n'est pas bon. Donc, ils se fatiguent pour rien. Donc, il faut être vraiment au départ dans l'éducation très précis. Je vais prendre déjà mon adjoint. Tu m'envoies 2 joueurs, s'il te plaît, non blessés. Donc ça, faut les remercier. C'est les jeunes du centre de formation d'Ivry.